Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 18 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et je vous remercie également beaucoup pour votre fidélité. Comme convenu, eh bien nous allons retrouver pour la deuxième édition de cette rubrique, la rubrique de Cédric Leboussy, les essentiels de Cédric Leboussy qui reviennent sur les faits marquants de l'actualité. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Cédric, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le fondateur du site internet vuedailleurs.com et que donc désormais on va vous retrouver tous les mercredis pour un tour de l'actualité, un décryptage de l'actualité le plus fin possible et on va commencer ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine par l'immigration en Europe et en France, puisque les données sont tombées. Et l'année dernière, eh bien, l'immigration illégale a été plus importante que jamais. Cédric, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces flux migratoires soient plus importants désormais ? Alors, déjà, ça fait suite à l'actualité, au rapport de Frontex. Vous savez, Frontex, c'est l'agence européenne de garde-frontières et des gardes-côtes qui a été créée en 2004. Et donc, Frontex, dans son rapport, dit qu'il y a le nombre de migrants au sein de l'Union européenne a augmenté. Le nombre de migrants illégaux, en fait. Alors, il y a la polémique qui consiste à dire que Frontex prend en compte les mouvements rentrants et sortants. Et les mouvements rentrants et sortants peuvent être les mêmes personnes. Donc, dans les 282 ou 242 000 migrants que Frontex déclare, on peut faire une polémique là-dessus. Tout le monde n'est pas d'accord. Alors, pour répondre très clairement à votre question, comment on peut l'expliquer ? C'est-à-dire que les situations, on n'est plus en période de crise Covid. Ça veut dire que les flux migratoires reprennent son cours normal. Très clair. Du coup, alors effectivement, l'immigration illégale est un sujet à tous les niveaux qui peut être polémique, notamment. Alors, il y a un sujet. Alors, juste avant de vous rentrer un peu dans le détail de l'immigration, son impact économique et comment est-ce qu'il faut la régulariser, de quelle manière, etc. Quels sont les pays de quel pays on s'échappe le plus finalement, j'ai envie de dire. Alors, aujourd'hui, de ceux qu'on lit des différents rapports, on parle de la Syrie, l'Afghanistan et la Tunisie. Et la Tunisie, d'accord. Autant Afghanistan, Syrie, on comprend, sont des sociétés en guerre. La Tunisie, un peu moins. Pour quelle raison la Tunisie semble... Je pense que la Tunisie est un peu dans la situation qui était la Libye, en fait, si vous voulez, Louis-Antoine. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'Afrique qui viennent d'Afrique, des populations qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui sont à la recherche des bonnes conditions de vie, qui se retrouvent en Afrique du Nord pour pouvoir facilement traverser. D'accord. Et c'est ce qu'on a eu avec la Libye, c'est-à-dire que la Libye, à l'époque de M. Kadhafi, elle freinait, si vous voulez, les flux migratoires qui devaient passer à l'Union européenne. Et au lendemain de la guerre en Libye, il y a eu une ouverture totale. Et la France est un pays recherché par les migrants clandestins ou la France est juste une terre de transit, je dirais, vers l'Allemagne, vers les pays scandinaves et vers le Royaume-Uni ? D'abord, il faudrait rappeler que Louis-Antoine, des trois pays, les pays importants où il y a l'immigration vraiment à forte dose, c'est l'Allemagne, le Portugal et la France. Et aujourd'hui, le nombre des migrants qui sont en France, la majorité, ils veulent aller en Angleterre. Donc, ils traversent, en fait. Donc, ils arrivent, en fait, en France. C'est une phase transitoire. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a eu des pourparlers avec le ministre de l'Intérieur anglais où il devait trouver des arrangements, si on peut dire ça comme ça, pour voir comment on pouvait gérer les flux migratoires qui devaient passer, qui partaient de la France pour l'Angleterre. Alors justement, vous parlez de Gérard Darmanin qui a expliqué ne pas vouloir lutter contre l'immigration, mais la régulariser. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, c'est de prendre en compte en fait les différents flux migratoires. Parce que quand on entend souvent le discours un peu des extrêmes, en fait, des mouvements d'extrême droite qui parlent d'immigration, c'est qu'on ne traite pas l'immigration. Je rappelle quand même que dans l'Union européenne compte 442 millions, ou voire même 500 millions d'habitants. Et dans les 500 millions d'habitants, il y a 23 millions de migrants, en fait, si vous voulez. Et les migrants, c'est quoi ? Les migrants, c'est les gens qui viennent d'ailleurs, mais qui ne viennent pas forcément des pays du tiers-monde, qui peuvent aussi venir de l'Europe de l'Est. C'est ça, des pays qui ne sont pas dans la zone Schengen. Donc, je pense que quand Gérard Darmanin parle de traiter l'immigration, en fait, il demande de voir des dossiers par dossier, en fait, de traiter concrètement le sujet. Parce que souvent, quand on parle de migration, on voit tout de suite l'Afrique.
Oui, d'accord, je comprends. Du coup, alors, une dernière question, juste avant de marquer une rapide courte page de pub. Vous dites bien que donc traiter dossier par dossier, ça va demander extrêmement de temps. Du coup, il va falloir un petit peu sous-traiter, en fait, en réalité, ces demandes-là à des associations. Or, les associations, pour traiter ces dossiers, elles vont devoir recruter, entre guillemets. Du coup, par la force des choses, elles vont devoir faire appel à plus d'argent public. Du coup, est-ce que, et là, polémique il pourrait y avoir, est-ce qu'on peut supposer que l'argent public finance l'immigration clandestine? Mais je pense que l'argent public finance depuis longtemps l'immigration. Je ne veux pas dire l'immigration clandestine, je veux dire l'immigration tout court. Je vous ai parlé de l'agence Frontex. Frontex existe depuis 2004. Et Frontex, comment est financé Frontex? Frontex est financé par des fonds européens et des gouvernements qui sont au sein de l'espace Schengen. Donc, les gouvernements qui sont dans l'espace Schengen, c'est bien l'argent du contribuable qui finance quelque part un peu l'immigration. Ok, très clair. Bah, écoutez, quelque part, l'argent public, l'argent européen finance effectivement l'immigration clandestine. On marque une rapide courte page de pause et on se retrouve juste après pour la suite de cet entretien avec Cédric Leboussy. À tout de suite sur TFinance. Nous sommes de retour sur le plateau de TFinance pour notre nouvelle rubrique Les Essentiels de Cédric Leboussy. Cédric qui est rédacteur en chef sur le site internet vudailleurs.com. Cédric, on va poursuivre cet entretien avec la journée... Oui, pardon. Lui, Antoine, excusez-moi de vous interrompre. Pour revenir un peu, pour conclure la précédente thématique, il faudrait quand même préciser quelque chose de très important. C'est que nous, nos problèmes, en fait, au sein de l'Union européenne, notamment en France plus précisément, c'est la répartition des migrants dans le territoire, en fait. Et comme les migrants arrivent dans les grandes métropoles, c'est pour ça ça fait vraiment une polémique. Et c'est un sujet, et c'est vraiment un gros sujet parce que après la loi sur la réforme de retraite, ce serait la loi sur l'immigration, on en parlera. Alors justement, merci pour cette transition toute trouvée, Cédric, puisque demain, journée noire en France, le pays quasiment paralysé, suite à l'ensemble des mouvements de grève, initiés par l'intersyndicale française. Dans le détail, il y a plus de 200 rassemblements qui sont attendus, c'est énorme. Il y a même d'autres rassemblements qui ne sont pas encore comptés, pas encore recensés, mais qui devraient effectivement attirer beaucoup de monde. Cédric, globalement, quels sont les points d'achoppement sur la réforme des retraites? Sur quoi on n'est pas d'accord en fait? On n'est pas d'accord sur l'âge de départ à la retraite, Louis-Antoine. En 2014, Madame Touraine fait une loi qui fait part de 60 à 62 ans. Et là, quelques années plus tard, on se retrouve de 62 à 64 ans. Donc, les syndicats, quand vous entendez les syndicats, ils ne sont pas tout à fait d'accord sur l'âge de départ à la retraite. Ça, c'est un. Deuxième chose, qui interpelle aussi, que les syndicats interpellent le gouvernement, c'est sur le moment de la réforme de retraite. Pour beaucoup de syndicats, ce n'est pas le moment de faire la réforme de retraite. Alors pourquoi c'est pas le moment? Parce qu'à l'Assemblée nationale, pourquoi c'est pas le moment? Oui, pourquoi? Parce que le pouvoir d'achat est en berne, du coup, et donc par la force des choses. Parce que voilà, le pouvoir d'achat est en berne. On est dans une période inflationniste, on est sur TFinance, vous n'arrêtez pas de le répéter sur l'actualité économique et c'est une réalité. Le moral des Français, il est en baisse aussi. Tout ça, il faut prendre ça en compte, en fait, lui, Antoine. Et le gouvernement doit prendre ça en compte. Et autre chose
qui serait très, très important, il me semble-t-il, ce serait de prendre le pouls de la population. Pourquoi on ne ferait pas un référendum, par exemple? Alors, Je crois que la dernière interview de François Bayrou, qui est un peu le conseiller, entre guillemets, du président de la République, puisqu'il s'occupe aussi de la refondation, il parlait d'un référendum. Pourquoi on ne ferait pas un référendum, par exemple? C'est ce que certains syndicats proposent. C'est une idée qui se diffuse de plus en plus dans le paysage politique. La semaine dernière, quand on en parlait justement de la réforme de retraite avec vous, c'était Fabien Roussel qui avait émis l'idée dans la presse. Là, c'est François Bayrou qui la reprend. Ça peut être une option comme le 49.3 ou comme le 47.1. Alors, c'est un article méconnu de la Constitution dont on ne parle pas, Cédric. Qu'est-ce que c'est que cet article 47.1 ? En fait, cet article 47.1, c'est un texte de loi qui permet de limiter la durée des pourparlers, en fait, si vous voulez, de passage d'une loi au sein des deux chambres. C'est-à-dire que, je m'explique autrement dit, au bout de 20 jours au Parlement, si l'Assemblée nationale n'arrive pas à voter la loi va au Sénat. Et si le Sénat n'arrive pas à voter la loi, plus tard, il y a un délai de 50 jours qui se donne dans le 47.1, en fait. Et dans les 50 jours, le gouvernement peut faire passer la loi par une ordonnance. D'accord, donc en fait c'est un 49.3 matiné d'une couche de négociation qui pourrait durer donc 20 jours, qui pourrait durer 20 jours, puis 50 jours, mais ça reste un passage en force malgré tout, sans trop... L'avantage du 47.3, c'est-à-dire au 49, avec le 47.3, bon, je vais y arriver. L'avantage du 47.1, c'est-à-dire qu'on a un temps c'est-à-dire qu'on a 20 jours pour parler. Tandis que le 49.3, non, on n'a pas de durée, en fait. Si au bout de 2 jours, le temps qu'ils ont imparti pour les discussions, les échanges, en fait, au Parlement, le temps de parlementer, en fait, sur la loi, si au bout de 2 ou 3 jours, le gouvernement fait passer la loi, en fait, elle la fait avancer au Sénat. Tandis que là, on a une durée de 20 jours. Mais c'est vrai que c'est pas très démocratique tout ça, en fait. Mais bon, si à l'époque, ils avaient trouvé mieux de faire passer ça, ils avaient d'autres raisons. Ok, très clair. Merci Cédric. On va poursuivre cet entretien avec de la finance. Comme vous l'avez rappelé, nous sommes sur TV Finance et on va parler de croissance inclusive, de finance inclusive, ou quand les services financiers se mettent au service de l'Afrique. Est-ce que, comme... Oui, je vous en prie. Est-ce que... Je vous écoute. Est-ce que... alors, en gros, la finance inclusive, c'est quoi? C'est le microcrédit. C'est offrir des services financiers à toutes les personnes qui sont exclues du système financier traditionnel. Or, c'est très difficile d'atteindre ces personnes qui en ont besoin. Juste très rapidement, vous pouvez nous rappeler quels sont le profil type de personnes qui obtient ces microcrédits, pour quelle activité, dans quel pays? Est-ce que toute l'Afrique bénéficie de ce modèle, de ce nouveau modèle financier? Juste un peu avant de reprendre, je voudrais juste ajouter un petit point pour la thématique précédente. C'est juste pour rappeler pour le jeudi noir par rapport à demain, nous sommes dans une condition aujourd'hui, c'est que les syndicats n'ont plus le même poids qu'ils avaient il y a 10 ans, il y a 30 ans en arrière. C'est-à-dire qu'après le Covid, on a eu un nouveau phénomène qui est le télétravail. Donc aujourd'hui, les syndicats ne pèsent plus dans la société. Donc, ce serait très intéressant de voir comment ça va se passer demain. Est-ce que c'est des situations qui vont consister, par exemple, à dire qu'il y aura pas de carburant dans les stations, ou c'est simplement les transports? Mais je ne pense pas qu'il y aura tant de monde dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, les syndicats ne représentent plus grand-chose, en fait, dans le paysage. Alors, c'est très, très important de le souligner. C'est très important. Alors, au-delà du fait que les syndicats restent quand même, les chiffres sont quand même toujours très importants, des représentants syndicaux en entreprise. Ceci étant, c'est la qualité, c'est le fond de la réforme qui va faire bouger les choses dans la mesure où, cette fois-ci, ce sont beaucoup les seniors qui vont descendre dans la rue, seniors qui n'ont pas l'habitude de manifester généralement. Du coup, par la force des choses, quand même, il risque d'y avoir du monde dans la rue demain. Oui, mais les seniors, mais je vous rappelle que dans la réforme de retraite qui est proposée par Elisabeth Borne, elle ne demande pas de réduire les pensions de retraite. Non, elle voudrait pousser l'âge de départ à la retraite. Et les seniors dont on parle aujourd'hui, les seniors dont vous parlez, la majorité, c'est ceux qui sont à la retraite, à la retraite déjà. Mais ce qu'il faut dire, lui Antoine aussi, c'est que si les syndicats avaient décidé de faire leur mouvement de grève un samedi, par exemple,
là oui, ça aurait été beaucoup plus important parce qu'il y a des familles qui seraient allées marcher, comme on l'a toujours vu dans les autres insurrections populaires dans les années précédentes, tandis que là, on est un jour en semaine. Et puis, je vais me répéter, il y a maintenant le télétravail qui est là. Mais je suis curieux. On va voir comment ça va se passer demain. Je pense qu'il y a quand même un effet de communication qui est très fort sur la mobilisation de demain. Sur la mobilisation de demain, très clair. Effectivement, de toute façon, quand on lit les prévisions de trafic, que ce soit TGV, TER, métro à Paris, RATP à Paris, c'est catastrophique. Il n'y a quasiment rien qui va rouler. Il y a déjà des pénuries dans certaines stations-service, etc. Donc voilà, on commence quand même à rentrer dans un mouvement dur, qui sera dur, de toute façon, quoi qu'il arrive. Cédric, dernière question, parce que le temps file. Le temps file en votre compagnie. C'est quoi la finance inclusive, Cédric ? Alors, je voudrais parler plutôt avant de parler de la finance inclusive, de parler de la croissance inclusive en fait en Afrique. Et la croissance inclusive, est fondée selon l'idée sur laquelle la croissance normale ne répond pas au bien-être des populations ou de toutes les classes sociales dans un pays. Et donc, la finance inclusive, pour répondre pour être très, très court, la finance inclusive, c'est un système de finance, comme je vous en parlais hier quand on préparait l'émission, qui permet en fait à ceux qui sont dans une économie informelle de pouvoir préparer leur vie d'après, c'est-à-dire la retraite. C'est-à-dire dans beaucoup de pays d'Afrique aujourd'hui, vous avez un système d'économie informelle. Donc, du coup, souvent, ce système d'économie informelle marque clairement en fait les différences sociales qu'il y a parce qu'elles n'ont pas accès aux banques, elles n'ont pas au système de financement classique. Vous avez parlé de croissance inclusive, effectivement. Donc croissance inclusive, ce qui veut dire, c'est effectivement que tous les agents économiques d'un pays profitent de la même façon des richesses créées. Est-ce que dans ces cas-là, il faudrait une réglementation commune à l'Afrique pour pouvoir pour développer encore plus, même si les chiffres sont déjà bons, on prend les chiffres du microcrédit en Afrique, ils sont qu'en croissance quand on les regarde. Est-ce qu'il faudrait une réglementation commune, Cédric ? Alors, souvent on fait l'erreur quand on parle de l'Afrique, on essaie d'englober, même moi, regardez, je vais vous parler de l'Afrique, mais il faut prendre par zone économique. Oui, ça peut être, pour répondre plus précisément à votre question, oui, il faut trouver des réglementations communes par zone économique. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple la zone économique d'Afrique subsaharienne, tous les pays d'Afrique subsaharienne, qu'un peu des mêmes similitudes économiques, c'est-à-dire une économie de rente, on peut réfléchir à un mécanisme de redistribution de la croissance et vice-versa aussi pour le reste de l'Afrique. Donc, il faut aller par zone en fait. Il faudrait peut-être réfléchir à des systèmes par zone. Donc pas de réglementation commune du coup. Non, pas de réglementation commune, non. Quelle zone vous pensez ? Est-ce que vous pensez à un pays en particulier qui... Je pense à l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire je pense au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, au Centrafrique, qui ont un peu aux deux Congos, un peu des économies de rente en fait, hein, si vous voulez, qui n'ont pas des économies de service. Donc souvent, la redistribution, en fait, les mécanismes économiques dans ces pays-là sont souvent entraînent en fait, on trouve jusqu'aujourd'hui en fait des fossés en fait, un fossé social des différentes couches en fait. Ok, très clair. Et qui peuvent effectivement être résorbés par l'obtention de microcrédits délivrés. Alors, le microcrédit, c'est simple, ce sont des petits loans, des petits prêts entre $200 et $1000 maximum qui sont accordés généralement aux femmes en Afrique puisqu'elles gèrent mieux la bourse de leur famille et pour des petites activités qui vont de vendre du pain, vendre des bouteilles d'eau. Voilà, c'est du petit commerce mais qui crée du lien, qui remet. Voilà. Et voilà, c'est le but du microcrédit, oui, effectivement. Et les gouvernements peuvent s'appuyer sur les organismes, les ONG, les organisations non gouvernementales. Alors, comme l'Église catholique le fait si bien au Sénégal, si vous me permettez de citer le nom de l'Église catholique en antenne. Eh ben, je vous en prie. Je vous en prie, Cédric, c'est fait. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouve toutes les semaines pour vos essentiels, les essentiels de Cédric Le Boussy qui reviennent sur les faits saillants, marquants de l'actualité.